Yo les amis, bienvenue sur Guy Sport Manvation. On va parler uniquement de sport. Et comme on le sait tous, la Coupe du Monde commence dans quelques jours. Donc c'est l'occasion rêvée pour faire un petit débrief des équipes qui sont présentes à la Coupe du Monde. Surtout pour parler des Lions indomptables et des Rigobert et tout ça. Et après on va regarder les différents autres groupes et voir qui peut se qualifier et voir qui a une chance de tout l'emporter. Bon, on va commencer avec le Cameroun et notre coach Rigobert. Je ne sais même pas par où commencer avec Rigobert. Je ne sais pas si Rigobert a besoin qu'on lui mette la corde au cou et qu'on le mette, qu'on accroche ça sur l'arbre avant de se rendre compte qu'il est en danger. Parce que quand un coach appelle les joueurs comme Nicolas Nkoulou en sélection en 2022, on ne sait même plus à quoi s'attendre, mon frère. On ne sait pas si Rigobert vient ici là pour jouer le Hemley comme il le dit, la foi, qu'on part à la Coupe du Monde avec la foi de peut-être essayer de pouvoir faire quelque chose, ou bien on part vraiment à la Coupe du Monde pour essayer de gagner. Il suffit juste de regarder la composition, des Lions. Et il y a les noms très surprenants. Bon, on va commencer du début et puis on va aller progressivement. Gardien, on a Onana et Passy et Ngapandou. Ngapandou et Tumbu. Voilà, c'est Ngapandou et Tumbu. C'est le nom de notre troisième gardien. Bon, j'espère pour lui vraiment qu'il ne va pas jouer parce que je ne sais pas comment les commentateurs vont faire et comment sa famille va supporter qu'on gâte le nom de leur enfant comme ça. Peut-être qu'ils ont même leur nom de famille. Bon, on va pas trop se moquer. Mais voilà nos trois gardiens. Bon, on n'a pas vraiment un grand problème. Onana, c'est un gardien de classe mondiale, on va le dire. Parce qu'il joue quand même à l'Inter qui est en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc, on va pas trop parler des gardiens. Je pense que niveau goal, ça va. Bon, en défense, on a Castelletto, Enzo et Bosse, Collins Faye, Mbaizo, Noutolo, Nicolas Nkoulou et Wo. Je sais pas si c'est le. Bon, on a Wo en défense. Bon, je ne connais pas Wo, mais parlons un peu de Nicolas Nkoulou. Bon, les gars, nous sommes en 2022. Nicolas Nkoulou, je pense qu'il était capitaine en 2014, si je me rappelle bien. Je pense que c'était Nicolas Nkoulou, notre capitaine. Et la dernière fois que j'ai vu Nicolas Nkoulou jouer au football, c'était au Torino, peut-être en 2017-2018. Je ne sais même pas où il joue maintenant. Quand tu es un coach qui a tous ses sens, je ne vois pas comment tu peux ramener un joueur comme Nicolas Nkoulou, qui déjà quand il était là n'était pas excellent, ce n'est pas le meilleur défenseur central qu'on ait eu. Rigobert lui-même était meilleur que Nicolas Nkoulou. Et en plus de ça, un gars qui n'a plus l'habitude des grands matchs, qui n'est même plus en vue, dont on ne parle même plus, il a peut-être 37 ans aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment à quoi il va nous servir dans la sélection, surtout en Coupe du Monde. Bon, peut-être qu'on l'a appelé parce que oui, il a l'expérience, il a déjà été là-bas, il veut peut-être donner un joueur qui a l'expérience aux jeunes pour qu'ils puissent les conseiller et tout et tout. Mais à part ça, je ne veux pas voir Nicolas Nkoulou au stade. Je pense que c'est pareil pour tous les Camerounais. Quand on voit un joueur comme Nicolas Nkoulou sur le stade, ça nous donne les mots de tête. Donc je ne sais pas vraiment ce que Rigobert sont pensés. Peut-être que Nicolas Nkoulou a les nudes de sa femme ou bien Rigobert lui doit l'argent et c'est la Coupe du Monde qui va rembourser. On ne sait pas, mais on espère ne pas voir Nicolas Nkoulou au stade. Bon, on continue avec la suite de la liste. On a Olivier Ncham, Ondoa, Hongla, Jules Koundé, Umgwet, Zambo et Ngom. Ça, ce sont les milieux de terrain. Bon, pour les milieux de terrain, je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Je pense que ça, c'est une bonne sélection en vue de ce qu'on a. En vue de ce qu'on a comme effectif en milieu de terrain, je ne pense pas qu'on puisse avoir beaucoup mieux que ça. Mais j'ai quand même un problème. C'est le fait que Rigobert n'est pas appelé Zambo au match amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Déjà que les deux matchs étaient désastreux, on ne va même pas essayer de trop parler de ça parce que perdre contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, mon ami, on peut jouer quoi en Coupe du Monde si on n'arrive pas à taper l'Ouzbékistan. On peut jouer quoi là-bas. Je ne sais pas si Rigobert voulait seulement voir à quoi les joueurs ressemblent, mais mon frère, tu as 2 mois de la Coupe du Monde, tu ne peux pas ne pas appeler un Zambo Anguissa dans les matchs amicaux. Même si je ne veux pas qu'il se blesse, même s'il est en train de faire une bonne saison à fin de Naples, on s'en fout. On s'en fout complètement, mon frère. Parce que c'est dans les matchs comme ça qu'on se rend compte de qui sait jouer avec qui s'entend mieux avec qui. Oui, ils auront une semaine là pour s'entraîner, mais ce n'est pas suffisant. On a un match qui vient contre le Panama, ça ne sera même pas le plus grand match qu'on a à jouer dans le mois qui suit. On a encore le Brésil, la Suisse et la Serbie qui sont tous meilleurs que le Panama
la Jamaïque, la Corée du Sud et l'Ouzbékistan. Même si on faisait une équipe All-Star de ces 4 équipes, dont je ne sais même pas qui a décidé de prendre ces matchs amicaux. Regardons par exemple en 2014, quand on se préparait pour la Coupe du Monde, on a eu à jouer contre l'Allemagne. Et on a fait un 2-2 magnifique contre l'Allemagne, ce qui nous a même donné espoir qu'on puisse faire quelque chose en Coupe du Monde. Mais quand là, on se prépare contre l'Ouzbékistan, on perd contre l'Ouzbékistan. Corée du Sud, on va dire que c'était Heung-min Son. La Jamaïque, on va dire que c'était parce qu'il y avait des jeunes. Mais mon frère, où allons-nous? Il manque seulement le match contre le Panama. C'est quand là? Le match contre le Panama, c'est vendredi. Donc c'est vendredi qu'on va voir au moins ces titulaires jouer. Et peut-être que ça va nous donner un peu d'espoir. Mais le Hemley là, mon frère, c'est en train de s'enfuir. Le Hemley est en train de s'enfuir, les gars. Donc, des matchs amicaux qu'on nous a vraiment concoctés dans cette Coupe du Monde, je pense que c'est en dessous du niveau contre lequel on devait jouer en tout cas, pour se préparer pour une Coupe du Monde, surtout pour une équipe comme le Cameroun, qui chaque fois qu'il est dans une grande compétition, on dit oui, les Lions indomptables du 90, ils sont arrivés en quart de finale, ceci, cela, ceci, cela. Et maintenant, on a un coach qui vient littéralement de commencer sa carrière, et ce n'est pas un zizou, s'il vous plaît. La qualification contre l'Algérie ne justifie pas quoi que ce soit. C'était une qualification que je peux traiter d'hasardeuse ou bien que c'est parce qu'on avait le cœur méga. Ça, c'est l'Algérie. Ah, maintenant, on va jouer CFB, Suisse, Brésil. Je ne sais pas si on va gagner les matchs. On va gagner les matchs, même gagner les matchs 1-1 à la fin, à la 97e minute, bien à la 100e minute. Et puis, on va rentrer chez nous content que oui, on a fait nul contre la Serbie, on a fait nul contre la Suisse et tout et tout. Je ne pense vraiment pas que c'est ça qu'on va chercher en Coupe du Monde. Bon, pour les attaquants, on a Nicolas Ngamaleu, Bassogog, Mbouemo, Georges Kevin Nkoudou qui d'ailleurs je pense était avec les France U19. Peut-être que ça a dépassé la barre, a décidé de venir nous aider, qui sait. Samé Aboubaka, Toko, Choupo et votre ballon d'or camerounais, Souaibou. Je ne connais pas son prénom, mais bon, bref. Bon, côté attaque, je n'ai pas grand chose à dire. Premièrement, on va regarder les 3 titulaires en attaque. D'après moi, je pense qu'on doit mettre Ngamaleu à droite, Toko Ekambi à gauche et Choupo-Moting pour moi. Vincent Aboubaka ne devrait pas être titulaire, au moins pour le premier match. Bon, je pense que Vincent Aboubaka et Andrew Nana, c'est le même style de joueur. Les joueurs qui sont dans un club un peu bon en Europe et qui arrivent ici là veulent prouver qu'ils sont dans ces clubs-là en nous sortant le champagne football et toutes ces bêtises. Là, mon frère, on n'a pas besoin de ça ici. Prenons par exemple le match contre la Jamaïque. C'est vrai que ce n'était pas le plus grand match qu'on ait eu à jouer cette année. C'est vrai que c'était même pas c'était même pas un match à regarder, mon frère. Mais on centre un ballon à Boubacar dans la surface. Aboubaka est placé là, les goals sont là. Peut-être le ballon ça entre, non. Comme il joue pour les Camerounais, il doit amortir, se tourner, faire les crochets derrière le pied, faire les passes. Mon frère, on est venu pour voir les buts. Quand il apporte, on lui donne déjà le ballon là, il marque. Mais quand il vient jouer pour le Cameroun, ça devient que il va montrer qu'il est le grand joueur. C'est Abouchou, machin, ceci, cela. Mon ami, tu es un grand joueur, mais ce qu'on te demande en sélection, c'est de marquer les buts. C'est pour ça que je pense que Choupo doit passer devant Vincent Aboubaka. En plus, Choupo qui est en forme ces temps-ci, je pense qu'il a 13 buts sur ses 14 ou 15 derniers matchs avec le Bayern, mon frère. Ce qui est tout simplement incroyable. Donc, je pense que Choupo a sa place et que Andrew Nana devrait aussi se calmer. Parce que ce que j'ai dit pour Aboubaka, ça va pour Nana. Sauf qu'on n'a pas un gardien meilleur que Nana. Donc, arriver en Coupe du Monde, il doit être posé. Jouer son foot comme s'il jouait contre un Barça, ne pas essayer de nous montrer qu'il est le gardien titulaire, comme il a fait à la CAN, il a encaissé de ses bêtes buts parce qu'il sortait de ses goals un peu hasardeusement. Non, non, non. Il doit rester. La clé, c'est de rester concentré sur le match et de faire tout pour gagner ces matchs. Ce que je pense qu'ils vont faire, mais je voulais juste souligner ça pour que les gars laissent les mauvais esprits là en dehors d'eux. Bon, les grands absents pour moi dans cette Coupe du Monde, c'est, je pense, c'est Mikael Ngadieu et Harold Moukoudi. Je m'explique. Ces 2 joueurs ont permuté pendant les 2 premiers matchs contre le Burkina Faso et je pense le Cap Vert. Non, c'était pas le Cap Vert. Enfin bref, nos 2 premiers matchs de la CAN, les 2 joueurs s'y ont permuté. Je dois être honnête avec vous. Il y avait une certaine solidité défensive. Maintenant, Castellato c'est un titulaire indiscutable. Mais je pense que Ngadji devait aller avec Castellato parce qu'on a eu à les voir jouer à la CAN. Ils ont fait de très bons matchs et ils ont été excellents malgré le fait qu'on n'ait pas gagné, malgré le fait qu'on ait pris 3 buts contre le Burkina au dernier match. Mais les gars ont joué le football. Moi j'ai apprécié le football que les gars ont joué. Donc de là à ne même pas sélectionner Ngadji, je ne sais pas s'il est blessé. Je dois faire mes recherches parce que s'il n'est pas blessé, c'est vraiment fou pour lui.
C'est vraiment fou qu'on n'ait pas payé Ngadju dans cette sélection et je pense que Rigobert, on doit vraiment, il va vraiment y repenser si c'est qu'il met Nicolas Nkoulou titulaire et que Neymar le mange comme ils ont mangé en 2014. Je pense que Rigobert, on va vraiment y repenser et peut-être qu'il va culpabiliser, mais j'espère vraiment qu'on va le chasser parce que pour moi, Rigobert, ce n'est pas un coach digne d'être coach des Lions indomptables. C'est même pas un vrai coach qui fasse le business. Je ne veux pas dire autre chose qu'il fait, mais qui continue de faire ce qu'il fait là-bas et puis qui nous laisse jouer au football. C'est ça où c'est vrai qu'il ne s'entendait pas avec Choupo-Moting, mais le football donnait avec lui. Avec lui, on avait espoir d'avoir un coach qui peut un peu. Mais quand tu regardes 2 matchs contre l'Algérie et 3 matchs de préparation qu'on a joué jusqu'à présent, je te pose la question que qu'est-ce que Rigobert dit aux joueurs? Oui, on dit qu'on l'a mené parce que lui aussi, il a l'expérience, il a été en Coupe du Monde, il va savoir parler aux joueurs. Mais tout ça, c'est à quoi si on n'a pas de tactique? Regarde le match contre la Jamaïque, on lançait seulement les ballons ici, là-bas. On comptait chez les individualités. On avait les latéraux qui ne savaient même pas centrer. On va te dire que ce sont les jeunes, mais gars, ils jouent quoi au Cameroun pour pouvoir être dans la sélection s'ils ne peuvent même pas, si un latéral droit ne peut même pas centrer, ou bien votre numéro 12 là. En tout cas, on va pas trop s'attarder sur ça. On va regarder les autres groupes. On va regarder les autres groupes de la Coupe du Monde en commençant par le groupe A, dans lequel il y a l'Équateur, Pays-Bas, Qatar, Sénégal. Bon, je pense que les Pays-Bas gagnent le groupe si facilement. C'est vrai qu'ils ne sont plus la meilleure équipe depuis quelques années, mais je pense que les Pays-Bas gagnent le groupe si facilement. Je ne vois pas le Sénégal ou encore moins le Qatar et l'Équateur les poser de grands problèmes. Donc, Pays-Bas premier de ce groupe. Deuxième, je donne au Sénégal. Et puis, faites attention. Faites attention parce que on dit oui, Sadio Mané forfait. C'est vrai qu'il est forfait, mais il est quand même parti avec le groupe. Peut-être qu'il va jouer blessé, on ne sait pas. Mais Sadio Mané n'enlève pas la qualité du Sénégal parce que regardons la liste aussi. On a Edouard Mendy, gardien de classe mondiale. On a des défenseurs comme Abou Diallo, Koulibaly, qui sont aussi très bons. On a les Idriss Gueye, Pape Gueye, Chekou Kouyaté, Ismaïla Sarr. Tout ça, ce sont des joueurs très très forts. Ce sont des joueurs qui jouent dans des grands championnats et qui prouvent qu'ils sont forts dans ces grands championnats comparé à nos joueurs qui sont là-bas, ils font un genre. Là-bas, ils prouvent qu'ils sont dans les grands championnats. Donc, je ne pense pas que c'est un Sadio Mane qui va les empêcher de sortir de leur groupe, quoi que ce soit. Encore que ça, c'est un groupe très facile. Donc, ils devraient s'en sortir sans problème, d'après moi. Bon, le groupe B, on a Angleterre, Iran, USA, Pays de Galles. Je ne sais pas s'il y a trop à dire sur ce groupe-ci. On voit facilement l'Angleterre et le Pays de Galles passer sans beaucoup de gêne. Donc, on passe au groupe C, où il y a pour moi l'un des favoris de cette Coupe du Monde, l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Bon, l'Argentine, c'est vrai qu'ils ont Messi. C'est vrai qu'on dit que ce sont les favoris. Mais bon, ce sont les favoris pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que ce sont les favoris. Premièrement, parce qu'ils ont Messi, oui. Deuxièmement, parce qu'ils ont un très bon effectif. Et je pense d'ailleurs que la clé pour gagner cette Coupe du Monde pour eux sera d'aider Messi comme il le faut. Parce que Messi, oui, c'est 7 ballons d'or, oui, Messi, c'est 90 buts à une année, oui, Messi c'est tout ça, on connaît. Mais Messi ne peut pas gagner une Coupe du Monde seul. Et on ne dit pas ça parce qu'on ne croit pas en lui, mais on a vu ça. On a vu la défaite contre l'Allemagne. On a vu le 4-0 qui s'est pris. C'était contre l'Allemagne toujours en 2010. Je me rappelle même plus, mais on a vu le 4-0 que Messi s'est pris en quart de finale. Donc, ce qui prouve qu'il ne peut pas tout faire seul. Il ne peut pas vous porter du premier match de phase de poule jusqu'en finale, vous faire gagner. Vous venez seulement célébrer qu'on a gagné. Non, 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 non. Pour que cette équipe d'Argentine gagne la Coupe du Monde, il va falloir qu'elle soit autour de Messi et qu'elle le pousse vers la victoire. Genre qu'elle l'aide même à tirer l'équipe vers la victoire parce que Messi ne peut pas faire ça tout seul. Bon, le groupe D, nous avons Australie, Danemark, France et Tunisie. Bon, déjà le groupe D, là, on sait déjà que la France va gagner. Je vois France, Danemark passer. Le Danemark a une bonne équipe solide, ils ont de très bons joueurs. On va pas trop parler d'eux parce qu'on ne les voit pas trop comme un titulaire pour cette Coupe du Monde. Mais la France, déjà qu'ils ont une grande absence, c'est Mike Maignan qui d'après moi aurait dû être titulaire devant Hugo Lloris, mais malheureusement pour lui il est blessé. Et je constate aussi qu'ils ont ajouté Marcus Thuram à l'effectif. Bon, c'est un bon petit joueur, mais on ne le voit pas vraiment avoir beaucoup de minutes dans cette Coupe du Monde. On va se concentrer sur le point focal de cette France qui est le milieu de terrain. Bon, quand en l'espace de 4 ans, tu passes d'un milieu de terrain avec Matuidi, Pogba et N'Golo Kanté, un milieu de terrain avec Tchouaméni, Kamavinga, Adrien Rabiot, je ne sais pas si tu dois être très encouragé d'aller dans la prochaine coupe
et il a gagné. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si je dois être très confiant de partir dans la Coupe du Monde et il a gagné juste comme ça. Donc, tout va dépendre de comment Didier Deschamps décide d'arranger son équipe. Niveau défensif, ils sont calés. Niveau offensif, rien à dire. Bon, maintenant, le milieu de terrain, je pense que sa meilleure chance, c'est de jouer avec un 3-5-2 en faisant monter les joueurs comme Pavard et peut-être Théo Hernandez, qui sont des joueurs très bons offensivement, mais aussi qui peuvent rentrer et aider à la défense quand il le faut. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas appelé un joueur comme Ferland Mendy, parce que Ferland Mendy peut être bon défensivement, mais pas assez bon offensivement. Et quand tu as un capitaine du Milan, assez comme Théo Hernandez, qui peut te donner les deux côtés, je te demande, est-ce que tu vas faire venir un joueur comme Ferland Mendy pour qu'il ronge le banc tous les matchs juste parce que il y a un meilleur joueur devant lui? Je pense que c'est mieux de laisser Ferland Mendy se reposer au Real, sachant qu'il n'aura pas beaucoup de minutes, surtout en tant que défenseur, et puis amener un Théo Hernandez et jouer en 3-5-2. Donc, si la France décide de jouer en 3-5-2, on va voir comment ça va se passer. On va voir s'ils vont pouvoir tenir au moins jusqu'en demi-finale, j'espère pour eux. Parce que je les vois aussi comme un favori pour gagner cette Coupe du Monde. Ils ont le ballon d'or, ils ont un Kylian Mbappé, ils ont les Dembélé, ils ont les Kingsley Coman. Donc, on va vraiment voir ce qui se passe quand on arrive à la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, on doit voir comment le milieu de terrain se comporte et s'ils arrivent à gérer les grands matchs. On va voir ça à partir du dimanche. Bon, le groupe E qui, d'après moi, est le groupe le plus compliqué jusqu'à présent, c'est l'Allemagne, Costa Rica, Espagne et le Japon. Bon, je pense déjà que l'Allemagne va gagner le groupe si facilement. Premièrement, parce que l'Allemagne, c'est le Bayern. Quand on regarde la liste ici, on ne voit que des joueurs du Bayern partout, partout, les joueurs de la Bundesliga. Et on connaît ces joueurs-là. Ils peuvent faire 2-1 le week-end contre Union Berlin, 3-2 contre Hambourg, 3-3 contre Cologne, mais arrivé contre le Barça, les gars chargent, mon frère. Les gars chargent ça franchement. Et je pense pas que ça sera différent en Coupe du Monde. L'Allemagne va venir avec l'esprit de massacrer, comme ils ont massacré le Brésil en 2014. Ils vont revenir avec le même esprit là de tout casser devant eux. Il reste à voir si les joueurs vont pouvoir tenir ensemble pour arriver à une finale. Bon, maintenant on a Costa Rica, Japon, Espagne. L'équipe d'Espagne ne m'inspire pas trop. Parce que déjà, c'est une équipe dans laquelle on a déjà repéré plein de petits talents tels que les Asensio, Morata, Ferran Torres, tous ces bons petits joueurs-là, mais qui n'ont jamais vraiment prouvé qu'ils sont des grands joueurs. Je ne sais pas si on se comprend. Prenons par exemple Asensio. 2016-2017, Asensio c'était l'un des meilleurs jeunes au Real. Un des meilleurs jeunes, il marquait frappe à distance. Il était un peu comme Valverde dans ce moment. Il marquait tout genre de but. Et après une blessure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Asensio a complètement disparu. C'est maintenant qu'il essaye de revenir en force, mais on savait que c'était un top 10 ballon d'or, peut-être top 15 ballon d'or en 5 ans. Maintenant, il a 26 ans. Il est où? Il est nulle part. Et l'Espagne est remplie de ce genre de petits joueurs qui font comme s'ils sont des stars. Les Morata, ils font comme s'ils sont des stars, mais à la finalité, on ne voit pas ça dans leur jeu. Donc, je pense que ça sera très compliqué pour eux de passer, surtout avec Japon et Costa Rica. Le Japon, on voit ça dans les animés. Ce qu'il y a dans les animés, c'est pas la blague. Le Japon a les joueurs en Europe et ce n'est pas pour rien. Donc, le Japon a de très bons joueurs en Europe qui peuvent faire mal à n'importe quelle équipe. On se rappelle, Coupe du Monde 2018, Japon-Belgique. Coupe du Monde 2018, Japon-Belgique. Le Japon qui marque 2-0 au début de la deuxième mi-temps. La Belgique qui est obligée d'égaliser 3-2 avec un but à la dernière seconde. Tout ça pour vous dire que le Japon, ce n'est pas une équipe à négliger, ce n'est pas une équipe facile. Donc, il va falloir faire attention au Japon. Et puis le Costa Rica, bon, on va dire oui, le Costa Rica sont l'équipe, machin, sur cela, mais n'oubliez pas une chose. Dans le capitaine Keylor Navas, c'est une équipe qui est capable, c'est un joueur, pardon, autant pour moi, qui est capable de porter toute équipe au moins au quart de finale. Il a fait ça en 2014, on a tous regardé là où ils ont perdu contre les Pays-Bas, il a porté le Costa Rica hors de leur phase de poule. Et c'est le genre de joueur avec qui tu peux facilement gagner 1-0. C'est-à-dire, tu marques un but un peu comme Atlético de 2018. Et là, tu te contentes de défendre. Parce que tu sais que votre gardien est derrière. Même si on travaille sur la défense, le gardien peut faire un truc. Donc, ils vont devoir se méfier de ce Costa Rica. Je pense que le Japon et l'Espagne vont devoir se méfier de ce Costa Rica. Et puis, bon, je pense que l'Espagne va passer, mais ça peut être très compliqué. Parce que je pense que le Japon peut vouer la place de l'Espagne. Pour le groupe F, le groupe F, on a Belgique, Canada, Croatie, Maroc. Bon, pas grand chose à dire sur ce groupe-ci. Voilà Belgique et Croatie passé. Peut-être Belgique premier, Croatie deuxième. C'est ce que je me dis en tout cas. Reste à voir si Eden Hazard va pouvoir avoir les couilles et pull-up
pour amener son équipe même en demi-finale ou en quart de finale, reste à voir. Mais Eden Hazard de maintenant, qui est censé être le leader de la Belgique, côté Real, il a joué 7 matchs depuis le début de la saison et c'est 2 buts, combien de passes? Un but, une passe, un faux truc comme ça. Donc, Eden Hazard va vraiment devoir se réveiller pendant cette Coupe du Monde s'il a envie de rester au Real et surtout s'il a envie de mener son équipe à un bon stade de la Coupe du Monde, pourquoi pas même la gagner. Donc, la clé de cette Belgique, c'est Eden Hazard. On sait déjà que Lukaku va jouer son football. On sait que Carrasco va jouer son football. On sait que les buts seront présents. On sait que les deux points vont porter. Mais Hazard, est-ce que Hazard va pouvoir être le game changer dont la Belgique a besoin? Ça reste à voir. Et la Croatie, on a vu ça en 2018. Je ne pense pas qu'on ait grand chose à dire de la Croatie. On connaît aussi leur capitaine Luka Modric, qui a essayé de les porter jusqu'en finale. Mais comme j'ai dit, un grand joueur ne suffit pas pour gagner une Coupe du Monde. Donc la Croatie passe facilement avec la Belgique. Et puis on va voir ce qu'on va voir au huitième. Bon, le groupe G, qui est le groupe qui nous intéresse le plus forcément. Brésil, Cameroun, Serbie, Suisse. Brésil, Cameroun, Serbie, Suisse. Bon, je vais être honnête avec vous. Brésil, 9 points. Peut-être 12 buts marqués en 3 matchs. 2 buts encaissés. On s'en bat les couilles. On sait que le Brésil va massacrer tout le monde qui est dans ce groupe. Maintenant, Cameroun, Serbie, Suisse. On a déjà parlé des Lions indomptables. On sait déjà quels sont nos problèmes. On sait déjà de quoi on a peur dans cette Coupe du Monde. On sait ce qui peut nous arriver. On sait qu'on est en danger. Mais je pense que les Roubaix, on ne sait pas encore ça. Mais nous, on sait qu'on est en danger avec ce genre de groupe. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit attaquer ça dès le départ. Premier match contre la Serbie, c'est le match sûrement. Ça sera sûrement le match le plus facile du groupe. Donc, on doit attaquer ça dès le départ si on veut avoir une chance de sortir de ce groupe et prendre une victoire contre la Serbie. Je pense que notre meilleure chance, c'est si on tape la Serbie et on négocie le nul contre la Suisse. Parce qu'à partir de la Serbie, Suisse, on va voir que c'est un match équilibré et que les deux peuvent vraiment faire nul sur la dernière journée. Donc, si on veut passer, parce que ça sera tellement compliqué de passer, mais si on veut passer, on doit absolument gagner notre premier match contre la Serbie. Au moins, ça va nous donner l'espoir qu'on peut faire quelque chose contre la Suisse. Parce que le match contre le Brésil est déjà perdu d'avance. Regardez un peu la liste du Brésil que j'ai ici. Là, je vous donne le défi de me citer seulement 3 joueurs. Seulement 3 joueurs que vous ne connaissez pas sur la liste du Brésil. Je suis sûr que personne ne va pouvoir me citer parce que ce sont des joueurs de classe mondiale. Même s'ils gagnent les 2 premiers matchs et ils mettent leur équipe C ou bien même l'équipe qu'ils ont laissée au Brésil pour jouer contre nous au mondial, gars. Au 3e match, ça va pas bien se passer pour nous. On sait déjà que le Brésil, c'est peine perdue. On espère seulement ne pas prendre 4, 5, 6. Si c'est 2-0, ça va aussi, non? Ça va aussi, on prend 2-0, on va pas trop se plaindre. Donc, Brésil premier, Cameroun peut-être deuxième, mais on n'y croit pas trop. En voyant notre coach, en voyant les défenseurs comme Nicolas Nkoulou, en voyant les joueurs qu'il a laissés au Cameroun, en voyant tout ça, on n'y croit pas trop. Mais je vais quand même mettre Cameroun deuxième parce que pourquoi pas? Pourquoi pas, impossible n'est pas camerounais. Et le dernier groupe, ça sera Ghana, Corée du Sud, Portugal, Uruguay. Bon, pour moi, premier ici, là, c'est l'Uruguay. Deuxième, Portugal. Je vous explique pourquoi. Déjà, Corée du Sud et le Ghana, je ne pense pas qu'ils vont gagner quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'ils vont gagner quoi que ce soit dans le groupe. Si là, le groupe s'est perdu d'avance. C'est sûr que quand même, ils ont joué le tirage, ils ont dit, ah, on va partir essayer de faire un exploit à la Coupe du Monde. Mais Uruguay, Portugal, je pense vraiment que ces équipes vont passer. Commençons par le Portugal. Pourquoi le Portugal? Bon, est-ce qu'il y a encore besoin est-ce qu'on a encore besoin d'en parler, mon frère? Il y a Cristiano, dernière Coupe du Monde, il se sent obligé de faire quelque chose dont son pays va se rappeler. Demi-finale en 2004, depuis là, ça a été dur. C'était en 2004, non, 2006. Demi-finaliste en 2006, depuis là, c'est très dur. Depuis peut-être combien d'années? 14, 16 ans, c'est dur, mon frère. Donc Ronaldo, je pense vraiment qu'il va devoir se réveiller pour le Portugal ici parce que passer le groupe ne sera pas compliqué. Mais c'est les matchs qui viennent après parce que s'ils sont deuxième, il affronte sûrement le Brésil. Et je pense que ça va donner le lait là-bas. Donc Uruguay premier, ils ont une très bonne équipe. Et Valverde, déjà mon meilleur joueur du monde et notre futur capitaine au Real, on a Valverde. Bon, ils ont Valverde, les Luis Suarez, Darwin Nunes, Diego Godin. Jiménez, les Torreira, tout ça, ils ont tous ces joueurs, les Araujo. Donc je pense que l'Uruguay va s'en sortir de ce groupe. On va dire facilement, je pense que Portugal, l'Uruguay, je donne la victoire à l'Uruguay pour l'instant parce qu'ils ont déjà une équipe plus prometteuse, mais mine de rien,
Le Portugal risque d'être très dangereux avec un Cristiano Ronaldo qui, on sait, quand elle a envie de gagner, quand elle a soif des buts, parce que comment personne ne peut l'arrêter sur cette terre. Donc voilà pour les groupes. Bon, maintenant, qui va gagner la Coupe du Monde? Bon, j'ai 4 ou 5 favoris. L'Argentine, à cause de Messi. Si l'équipe peut le porter, je suis sûr qu'il peut arriver. Le Portugal, ce n'est pas un autre. Pour les gens qui viennent déranger là, que tu mets l'Argentine avec le Brésil, ce n'est pas un autre. Le Portugal, à cause de Cristiano Ronaldo, et lui aussi, je pense que si les Bruno Fernandes, les Joao Félix, les Raphaël Leao peuvent l'accompagner, peuvent bien l'accompagner, ils ont aussi une très bonne chance de gagner la Coupe du Monde aussi. Le Brésil, est-ce qu'on va encore parler du Brésil? On sait déjà pourquoi le Brésil est favori, même si les gars jouent avec l'équipe, c'est juste qu'ils peuvent arriver en demi-finale, sauf si un pays vient les massacrer comme en 2014. Ce qui sera beau vraiment pour le spectacle, mais on ne voit pas ça arriver. Comme en 2014, on ne voyait pas aussi ça arriver, donc ça sera intéressant de voir la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde, parce qu'il y a des matchs comme ça là où on vient, on nettoie une équipe. Je ne comprends pas ce qui se passe, les gars partent avec la honte. Toi, tu es éliminé depuis la phase de poule, donc tu regardes seulement les matchs nigériens, mais. Bon, le Brésil aussi, on a encore qui l'Allemagne. J'ai aussi l'Allemagne dans mes favoris, l'Allemagne, le Bayern, tout ça c'est la même chose. On sait que les gars vont cogner fort, ils vont arriver avec la niaque. Ils vont vraiment essayer de massacrer tout le monde à la Coupe du Monde parce que les gars n'aiment pas voir les gens heureux. Ils aiment seulement massacrer et continuer leur route. Et la France, comme j'ai dit, si le milieu de terrain peut tenir la route, si le milieu de terrain arrive et s'impose, s'ils arrivent à s'imposer dans le jeu, je pense vraiment que la France sera championne du monde parce que, à part le milieu de terrain, n'a aucun point faible. Hugo Lloris, lui, c'est un gardien. Si on doit rank de classe E à classe S, genre E, D, C, B, A, et puis S, Hugo Lloris, c'est peut-être classe B. B plus peut-être, donc ça n'a pas eu de problème, ça sera le milieu de terrain le problème. Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer les matchs? Est-ce qu'ils vont pouvoir garder le ballon, donner les bons ballons au Mbappé, au Benzema, au Dembélé et tout ça? Ça sera vraiment ça la clé pour la France et je pense vraiment que si la France peut faire ça, ils seront champions du monde de 2022. Bon, et puis c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser en commentaire qui vous pensez sera champion du monde de 2022. Pardon, laissez les commentaires pour ne pas me donner l'impression que je balade aussi seul dans ma chambre comme ça. Que je suis fou, pour ne pas me donner l'impression que je suis fou. Donc, pardon, laissez les commentaires sur qui vous pensez va gagner la Coupe du Monde 2022. Et surtout, si vous pensez que le Cameroun a une chance même de sortir de leur poule, parce que nous, on ne veut pas gagner la Coupe du Monde, on veut sortir de la poule pour pouvoir narguer la Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas surtout à me laisser les commentaires, laisser un like et vous abonner. Et on se retrouve samedi matin pour le début du match vendredi contre le Panama. Allez, plus!